2020. Je fais une petite vidéo cette semaine sur une série de romances historiques, une intégrale que j'ai eue en boîte à livres, qui s'appelle Les Secrets de Bow Street de Lisa Kleypas. On est chez J'ai lu, il y a 3 livres là-dedans. Pour le moment, j'ai juste lu le premier roman qui s'appelle Courtisane d'un jour, Courtisane d'un soir. Parce que, comme sans doute quelques-uns d'entre vous, j'ai déjà vu les 4 premiers épisodes de la saison 4 de la chronique des Bridgerton. J'ai vu 2 fois les épisodes, je suis accro à mort, et ce qui fait que j'avais envie de manger un peu de romance historique. Et autre bonne pioche de la boîte à livres, j'ai le premier tome aussi, mais j'ai l'intégrale de la saga des 4 soldats d'Elizabeth Hoyt. Donc les 4 soldats, c'est 4 soldats qui rentrent au pays et qui vont rencontrer l'amour. Et les secrets de Bow Street, le truc qui m'intéressait, c'est que on est sur les... En termes de contexte, en fait, Bow Street, c'était l'endroit où était l'ancêtre de la police londonienne. Alors, j'avais fait quelques recherches à ce sujet-là pour une fanfiction sur Bridgerton que j'avais vaguement commencé. Et en fait, vu que la criminalité était galopante à Londres, je ne sais plus exactement qui avait mis en place des gens qui pouvaient faire des rondes, assurer un peu la sécurité, arrêter des gens, etc. C'était basé à Bow Street. C'était peut-être bien des soldats de la reine, un truc comme ça, je suis pas persuadée. Mais bref, c'est l'ancêtre de la police et ça n'existait pas ailleurs qu'à Londres. Ce qui voulait dire qu'ailleurs qu'à Londres, je ne sais pas comment ils faisaient avec quand il y avait de la délinquance ou du crime, etc. Et donc là-dedans, il y a 3 livres, dans les secrets de Bow Street. Le premier que j'ai lu, c'est Une femme aux portes de la mort, repêchée dans la Tamise. Le deuxième que je vais lire bientôt, Une lady bien décidée à devenir l'assistante du juge Ross Cannon. Et le troisième, le malfrat le plus dangereux de Londres, à la poursuite d'une jeune fugueuse. Une chose est certaine, les officiers de Bow Street ne sont pas prêts de s'ennuyer, d'autant que ces dames ne vont pas leur faciliter la tâche. Pour la petite histoire, Lisa Kleypas, je l'ai déjà lu parce que j'ai lu il y a peut-être 2-3 ans. Les Hathaway, c'est 5 ou 6 livres, il me semble, sur une même famille. Je vous dis rapido ce que c'était les Hathaway, et je pense que je les ai lus parce que j'avais aussi, comme beaucoup, découvert la chronique des Bridgerton, la série télé et les livres que j'ai lus intégralement de Gillian Quinn. Les Hathaway, on est sur une famille de 4 filles et d'un garçon qui viennent de perdre récemment leurs parents, proches l'un de l'autre de maladie. Ce qui fait qu'au tout début de l'histoire, dont dans le premier roman, ils sont vraiment en plein deuil et ça va pas très fort. Et donc le père étant décédé, le père aurait dû hériter du titre, de la fortune, des terres d'un cousin, ou je sais plus qui, quelqu'un qui est décédé. Mais donc ça incombe à son fils. Le fils, je sais plus si c'est l'aîné ou pas, mais vu que c'est le garçon, de toute façon, c'est lui qui fait fonction de chef de famille. Sauf que il est en pleine dépression à la suite du décès de ses parents et de son père. Il est jeune, il est incapable de s'occuper de ses sœurs, ce qui fait que la sœur aînée prend un peu une fonction de chef de famille, on va dire, au moins sur le plan du quotidien, quoi. S'assurer que tout le monde ait à manger, ce genre de choses. Et il me semble bien que c'est elle qui va finir par convaincre son frère d'accepter justement cet héritage. Sauf que quand ils déménagent et qu'ils vont il me semble que c'était un manoir, quelque chose comme ça, dans la campagne, c'est une ruine. C'est une ruine où c'est à peine vivable en fait. Il y a des trous dans la toiture, il pleut dedans, c'est compliqué. Sachant que parmi les quatre filles, il y en a une qui a une santé fragile, une santé très fragile. Et donc on a 5 histoires d'amour comme ça entre ces 4 filles qui vont rencontrer un mari et ce garçon qui va rencontrer une femme. Et j'avais trouvé vraiment ça très sympa. Et pour tout vous dire, pour les secrets de Bow Street, vu le contexte un peu police, entre guillemets, je m'étais dit qu'on allait avoir peut-être de l'enquête. Eh bien, pas vraiment. Donc ça m'a un petit peu déçue. Très honnêtement, il y a une enquête parce que, évidemment, en fait, le tout premier chapitre, c'est une femme qui a été repêchée dans la Tamise. Donc ils sont a priori en train de repêcher un cadavre, sauf que cette femme-là, elle recrache l'eau. Et elle a des traces de strangulation autour du cou.
et elle ne se souvient plus de qui elle est. Donc il y a une amnésie. Le Grant, Grant Morgan, qui est le policier se charge de l'enquête, il reconnaît cette femme comme étant une courtisane qui est très courue de tout Londres, qui a dû avoir des relations avec beaucoup d'hommes mariés ou de veufs, enfin beaucoup d'hommes de la noblesse, et qui se fait entretenir comme ça. Donc on est quelque part, c'est une espèce de prostitution de luxe. Ok. Et il la reconnaît, il décide de la mettre à l'abri chez lui, dans sa chambre, évidemment, nous sommes dans une romance. Il a un comportement très ambivalent avec elle, parce que d'un côté, il a envie de la protéger, parce que c'est sa fonction, et puis parce que de voir une femme qui pleure, ou une femme qui est très vulnérable, parce qu'elle a perdu la mémoire, hein. Elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle ne sait pas où elle est terrifiée au début. Et de voir cette femme vulnérable, en fait, ça lui donne des envies de la protéger. C'est mignon, c'est cool. Et on a donc évidemment une enquête quand même au sujet de cette femme, de Viviane, qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc évidemment, là je trouve où le livre, quelque part, il n'est pas mauvais, c'est que cette enquête, elle va être résolue. Et cette enquête, ça va un petit peu du côté des évidences, à savoir, c'est forcément lié à son activité de courtisane et c'est forcément lié à un amant ou un amant est conduit, quelque chose comme ça. Donc oui, quelque part, on est là-dedans. Il y a un autre truc aussi qui est assez courant là-dedans, c'est qu'en fait, Grant Morgan, le policier, va se rendre compte assez rapidement que Viviane, elle n'a pas un comportement comme avant. Elle est un peu séductrice, mais elle est surtout très vulnérable. Les domestiques de Grant Morgan, qui gagnent bien sa vie, donc il a des domestiques et une belle maison, lui disent que, en gros, elle fait son lit une fois qu'elle se lève, ou des choses comme ça. Enfin, elle n'est pas habituée à être servie. Et ça colle pas, déjà, avec la personne de Viviane. Ensuite, il y a tout le rapport, en fait, il y a une espèce de timidité, il y a tout un rapport assez étrange à la séduction et tout ça, où là, il se dit, il y a des trucs qui collent pas. Donc, dans votre petite tête, vous vous dites, elle ressemble à la courtisane, mais elle n'a pas un comportement du tout de courtisane. Donc, soit c'est le coup sur la tête qu'elle a reçu, parce que donc il y a eu un coup sur la tête aussi, qui lui a fait perdre la mémoire, mais peut-être aussi un peu sa personnalité, parce que là, elle est dans un contexte qu'elle ne maîtrise pas. Donc tout le côté manipulation, un petit peu séduction de la courtisane, il n'est plus là. Autre option, c'est quelqu'un qui ressemble vachement à la courtisane, mais c'est pas elle. Donc, je vous révélerai, je vous mettrai une balise de spoiler dans quelques minutes parce que je vous dirai en fait ce qu'il en est. Ou quelque part en fait ce livre, il retombe sur ses pattes, il est cohérent là-dedans, même si c'est dans des choses qui sont assez évidentes. Mais je trouve que c'est un petit peu des solutions scénaristiques de la flemme, quelque part. Je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être virées, honnêtement. C'est peut-être mon œil de correctrice éditoriale, ça. C'est un livre de 99. Ce premier bouquin est de 99. Les autres, je crois que c'est 2002, 2005, un truc comme ça. 99 le premier, 2002, 2003. Donc ça commence à dater parce que je pense que le genre de la romance étant quand même très dans l'air du temps et dans les évolutions au niveau des mœurs, et ça fait que je pense que les romances, elles datent assez rapidement. Mais donc, on va parler un peu red flag. Souvenez-vous, Grant Morgan, en fait, il reconnaît cette femme comme une courtisane, il l'appelle comme ça, il la tutoie, elle le vouvoie. Donc je ne sais pas comment il l'avait fait en anglais, vu que la marque de vouvoiement en anglais, il me semble qu'elle est très très ancienne, et donc bien avant ça, parce que je pense qu'elle est plus, elle est plus médiévale, il me semble, la marque de vouvoiement. Mais donc, il la tutoie, elle le vouvoie. Et comme dans sa tête à lui, c'est la courtisane, ça veut dire qu'elle fait semblant. Et lui, en fait, il a un grief contre elle, c'est qu'il il a été humilié publiquement, parce que je pense qu'il avait été plus ou moins la dragouiller, quelque chose comme ça.
et elle l'a rejeté publiquement. Donc quelque part, ça a fait un petit peu le tour de tout Londres et on s'est un petit peu foutu de sa tronche pendant quelque temps. Donc ce que Grant Morgan veut faire, en homme adulte et responsable qu'il est, c'est séduire Viviane Duval, obtenir ce qu'il veut, à savoir de coucher avec elle, et la jeter comme un Kleenex. Sauf que le comportement qu'elle a, il est quand même vachement interrogeant. Et ce qui fait qu'à un moment, il va creuser un peu les choses. Parce que notamment, il va amener Viviane chez elle. Et elle reconnaît certaines choses, elle reconnaît des tableaux qui seraient plutôt des croûtes, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des tableaux de maître, qui font peut-être un petit peu de tâche dans le décor, mais le reste ne lui est pas familier. On peut se dire, bon, elle a perdu la mémoire, elle est un petit peu confuse, un peu vulnérable. Mais là où j'agite un peu les red flags, c'est que ce gars-là, déjà, vouloir en gros profiter d'une nana qui vient de subir une tentative de meurtre, qui a été repêchée quasiment morte parce qu'elle était noyée, qui ne sait plus comment elle s'appelle, etc., qui est complètement perdue et qui a la trouille. En fait, t'essayes pas de la séduire pour te venger d'elle, parce que la vengeance, même si c'est la même personne, ça l'est pas. C'est pas Viviane Duval. Mais si c'était la même personne, elle n'est pas en état, là. Tu fais pas ça. Enfin, voyons. Je pense que c'est un livre qui a quand même bénéficié de recherche, parce que donc Lisa Kleypas, elle écrit beaucoup sur cette période-là, donc le 19e. Notamment, il y a un médecin qui vient la voir et qui dit justement, c'est le début de la psychiatrie, de la neurologie, que oui, il y a une commotion cérébrale, oui, une amnésie, c'est assez régulier, oui, ça peut revenir au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ou pas, en gros. Donc ils sont là-dedans. Moi, je me dis, pourquoi pas. Et bref, et ben maintenant que j'ai commencé un petit peu à vous dire ce qu'il en est, je vais vous dire, je vais rentrer un peu dans les spoilers. Après, honnêtement, c'est un bouquin. Si je le notais, je note très très peu sur les plateformes sur Amazon ou les plateformes. Je pense que je lui mettrais un 2 sur 5. Parce que y avait les trucs de la flemme. Parce que, donc, la jeune femme, ce n'est pas Viviane Duval, c'est sa sœur jumelle qui s'appelle Victoria. Et Duval, c'est un pseudo, donc c'est Victoria, je ne sais plus comment. Pourquoi cette jeune femme, donc, elle n'avait pas du tout le comportement d'une courtisane? C'est parce qu'elle n'est pas du tout courtisane. Et comment est-ce que le Grant Morgan s'en rend compte? C'est parce qu'il couche avec elle et qu'elle est vierge. Au secours. Bon, elle était consentante, hein, ça, y a pas de souci, mais t'évites de faire des trucs comme ça avec une femme qui est vulnérable, s'il te plaît, déjà. Donc, il se rend compte qu'il y a un truc qui cloche parce que Viviane Duval, elle tenait un carnet avec les identités de ses amants et ce qu'ils aimaient faire au plumard. Ce qui fait que là, ça colle pas du tout avec une femme qui est un petit peu maladroite et empruntée pendant une petite partie de Jambes en l'air avec lui et qui est surtout vierge. Donc quelque part, là, il se dit... il y a une espèce de... Et surtout, Viviane, elle arrêtait pas de dire, mais c'est pas moi je suis pas courtisane, hein, je fais pas ça, je suis pas à l'aise là-dedans. Et ce qu'il a fait aussi, c'est que pour accélérer son enquête, il l'a ressortie dans le monde alors qu'elle était réputée morte. Elle était réputée morte, donc quelque part, ça veut dire qu'elle était en sécurité si elle était réputée morte. Mais la ressortir, en fait, en tant que Viviane Duval dans le monde, ça veut dire que ça va parler. Et ça veut dire que celui qui a essayé de la tuer, ben, il va le savoir. Donc pourquoi ne pas recommencer? Donc l'histoire de la sœur, ma foi, ça tenait plutôt pas mal parce que Victoria, donc Victoria a subi une tentative d'assassinat par erreur parce qu'elle ressemble à sa sœur jumelle. Et le truc en fait, c'est que Viviane est tombée enceinte et a filé à la campagne pendant que sa sœur Victoria est partie à Londres parce qu'elle avait besoin de sa sœur. Donc elles se sont même pas croisées,
elles ont juste échangé leur place. Ce qui fait que dans la maison à la campagne, il y a la sœur qui est enceinte, qui est la courtisane, manipulatrice, séductrice, etc. Sur qui va tomber Grande Morgane en faisant son boulot d'enquêteur. Et ce qui fait que Victoria, elle a une cible dans le dos à Londres. Enfin, une fois que le fait qu'elle ait survécu, ce soit connu de tout le monde, évidemment, les loups sortent du bois. Et là où, du coup, j'étais un petit peu déçue, parce que je pensais qu'il y aurait un peu plus d'enquête. On est sur l'enquête uniquement sur Viviane Duval. Le gars, il passe 2-3 fois dans son bureau. Il rencontre 2-3 fois son chef, le juge Ross Cannon. Et l'enquête, c'est 5% du roman. Le reste, c'est un gars qui essaye de séduire celle qui croit être une courtisane et qui essaye du coup de rattraper le coup avec sa sœur avec qui il a couché, une fois qu'il a su qui c'était. Donc, je suis pas... Ouais, j'ai pas méga apprécié. Bon, ça se lit, hein, ça se lit facilement, ça se lit vite. J'ai un petit peu sauté des passages des fois quand ça me saoulait un petit peu. Je trouve qu'on est dans un côté très classique de la romance historique avec un gars qui est expérimenté, elle qui ne l'est pas. Et quelque part, je me dis c'est dommage parce que une courtisane, il pourrait y avoir tout un discours un discours social sur la place des courtisanes qui veulent se ranger, par exemple, ou sur la place, ça pourrait être tout à fait une histoire d'amour avec une courtisane qui prend un amant régulier, même si les romances historiques, les romances Régence, on est dans des choses qui sont assez classiques, donc ça finit par marier enfant, de manière générale. Parce que c'est un sous-genre qui est plutôt conservateur. Pourquoi pas? Mais je me dis quelque part c'est dommage parce que on avait pu voir par exemple dans l'adaptation de la Chronique des Bridgerton le personnage de Sienna Rosso, la cantatrice avec qui sort Anthony Bridgerton dans la première saison. Je trouve que c'est un personnage qui est intéressant, que c'est un personnage qui est vulnérable, qui fait ce qu'il faut pour survivre, à savoir chanter, mais aussi se mettre à l'abri, donc avoir des amants qui ont de l'argent et qui peuvent l'entretenir aussi et lui acheter des belles robes et tout ça. Et quelque part, en fait, ce que j'aurais voulu y voir, donc peut-être quelque chose de moins diabolisant sur la prostitution, quelque chose que, par exemple, dans Manon Lescaut de l'abbé Prévost, qui est quand même plus ancien, je crois que c'est 17e siècle, et c'est classique, et c'est écrit par un abbé, par un homme d'église. On a une femme qui est courtisane parce qu'elle vient du peuple, parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle sait que si elle veut survivre, il va falloir qu'elle aille être femme de ménage ou aller vendre des trucs sur le marché, avoir un boulot qui est difficile, qui est physique et qui va l'abîmer pour une poignée de moules. Et Manon Lescaut, elle a sa beauté et elle décide de la capitaliser. Et elle a un côté très pragmatique. Et c'est pas une pute, quoi. Je trouve que c'est un peu dommage en fait d'être dans une espèce de diabolisation de la prostitution alors que on peut remettre ça dans le contexte du fait que les gens ils ont besoin de manger tout simplement. Donc le bien, le mal, ça a un peu petite tendance à me saouler. On est effectivement sur des choses autour de la moralité, etc. Effectivement, la prostitution, elle n'est peut-être pas très morale, elle est peut-être pas très légale, mais elle existe depuis des millénaires et elle existera encore pendant des millénaires. Et peut-être que ça aurait pu être sympa d'avoir une autre vision. Donc, à voir. J'aimerais bien savoir parce que le livre suivant, une lady bien décidée à devenir l'assistante du juge Ross Cannon, donc déjà une lady, c'est une noble, qu'est-ce qu'elle va foutre à aller bosser à Bow Street? C'est par ambition professionnelle ou c'est parce que elle n'a pas son petit cousin qui lui paye ses toilettes et ses petits gâteaux au citron? Donc j'espère que les 2 livres suivants vont être un petit peu plus autour de l'exploration justement de Bow Street, de ces premiers services de police londoniens. Peut-être aussi de la marge, le malfrat le plus dangereux de Londres à la poursuite d'une jeune fugueuse. Donc un côté peut-être un peu Peaky Blinders, mais 19e. Donc pourquoi pas. Mais de toute façon, je vais les lire. Je vais les lire, ça se lit bien, ça se lit assez vite, c'est facile, c'est agréable à lire. Mais je pense que si les 2 livres suivants ne me plaisent pas trop, c'est un livre que je vais remettre en boîte à livres. Pas de souci, hein, mais
Mais je suis un peu déçue en fait, parce que j'avais tellement aimé les Hathaway, ce qui est pas bien grave, hein. Mais j'essaierai Elizabeth Hoyt d'ici quelques temps. Je pense que vous aurez une petite saga de romance historique toutes les quelques semaines, le temps que je suis dans ma Bridgerton Fever. L'amant de Lady Sophia, bon, on s'en doutait, hein, est le titre du premier, comment il spoil trop là, courtisane d'un soir. Parce qu'au final, ils ont été dans un bal, donc où elle était habillée comme une courtisane et il y a eu du danger justement parce que quelqu'un s'est rendu compte qu'elle était vivante. Et le dernier roman s'appelle Libre à tout prix. Donc on verra. Mais après j'aime bien, hein, si vous voulez, on est dans quelque chose de pur divertissement. Là où j'aimerais un petit poil de réflexion en plus. Je dis pas que c'est un truc pour les idiots, hein, ou que c'est écrit par une idiote, mais j'avais d'autres attentes. Et si j'écrivais un jour une romance historique, il y aura un peu plus de social et de peut-être un peu plus d'historique aussi. Parce qu'au final, là, je trouve qu'on est dans un contexte historique décoratif, qui est pas à l'air plus que ça anachronique, mais en gros, j'ai l'impression qu'elle se mouille pas trop sur ce qu'elle avance. Pourtant, c'est Nana qui est diplômée de Sciences Po. Donc je pense qu'elle a quand même un certain bagage culturel. A tout de suite pour la suite. Rebonjour. J'ai lu le deuxième volume des Secrets de Bow Street, à savoir L'amant de Lady Sophia. Donc si vous vous souvenez bien, vous venez de voir la première partie de la vidéo, le premier livre, on était avec Grant Morgan, qui est un policier qui monte en grade ensuite. Et là, on va suivre Ross Cannon. Ross Cannon, c'est le juge. C'est le juge de Bow Street et qui est parti sur plusieurs districts ou comtés, je sais pas comment on appelle ça, mais il est plus basé à Londres. Donc c'est un peu au moment, je pense, où Bow Street, donc la première police londonienne, commence à s'étendre au-delà de Londres. Et je trouve que c'est un personnage qui est intéressant. Parce on a un gars qui a... Alors, c'est pas un aristocrate, mais il vient d'une famille qui est très riche. Une famille bourgeoise, quoi, qui est très riche, qui est reconnue dans le milieu. Donc, il a les codes du milieu de la noblesse, etc. Et c'est un gars, en fait, c'est le premier-né de la famille et en théorie, il n'aurait pas besoin de bosser. Sauf que lui, il travaille et énormément. Et pourquoi ? Sans doute fort parce que en fait c'est un veuf et que sa première femme est morte dans des circonstances absolument horribles. Elle est morte en couche et donc il aimait très fort sa femme et c'est lui qui a pris la décision qui a mené en fait au décès de la femme et de l'enfant pendant l'accouchement, ce qui fait qu'il a quand même une sacrée dose de culpabilité. Ça fait quelques années je crois qu'il a une quarantaine d'années, donc je crois que ça fait 13 ans qu'il est veuf. Et lui, en fait, il a été à la tête de Bow Street pendant longtemps et il a contribué à son rayonnement, à former la police. On voit vraiment que c'est le chef dans son attitude envers ses employés, envers les criminels, etc. C'est un qui il bosse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il loge dans un appartement de fonction qui est à côté de Bow Street, l'immeuble à côté. Et il passe son temps à bosser, en gros. Mais c'est quelqu'un de très juste, très droit dans ses bottes, etc. Il y a une petite notion de... C'est moi le chef un peu à tous les niveaux de sa vie. Même dans le niveau de séduction aussi. Après, sans être forcément... il peut frôler un peu glisser un peu vers l'abus, mais on va dire que c'est l'époque. Lady Sophia, c'est qui Sophia Sidney, c'est une jeune femme qui est la fille d'un vicomte. Quand ses parents sont morts, ils étaient déjà complètement fauchés. Du coup, les deux gamins se retrouvaient un petit peu dans une espèce de famille d'accueil et compagnie, et un peu à crever la dalle quand même si c'était des enfants de nobles, parce que père vicomte, donc il y avait quand même un titre, il y avait quand même des terres, sans doute un champ de ruines, mais pas un rond. Ce qui fait que s'il n'y a pas de rond pour entretenir un manoir, s'il y en a un, le manoir il tombe en déliquescence. Donc pas un rond.
Donc les deux gosses, à l'adolescence, ils se retrouvent confiés à une famille d'accueil. Comme ils ont la dalle, ils se mettent aussi à voler. Donc niveau de société, on était quand même dans la noblesse, sauf que la noblesse méga désargentée, ce qui fait que ça se dégringole, etc. Et jusqu'au moment où son petit frère, John, il est arrêté alors qu'il a 13-14 ans, un truc comme ça, et il est condamné à aller en prison parce que pickpocket. Donc, elle, c'est l'histoire qu'elle avait en tête. Ce qui fait que les deux enfants sont séparés. Elle a plus de nouvelles pendant des mois, bien qu'elle le cherche, et après elle apprend qu'il est mort du choléra en prison. Et elle, Lady Sophia, elle bascule du coup du côté des employés, donc à savoir gouvernante, bonne, etc. Plutôt gouvernante, parce qu'elle est quand même elle est quand même plutôt lettrée. Mais je suis en train de penser en fait à la saison 4 des Bridgerton là, et à l'histoire entre Bénédicte et Sophie. Euh, Si vous avez vu la série, Sophie, elle est, ou lu les livres, Sophie, elle est bien plus lettrée. Et je suis en train de me dire, euh, vu que vers les 13-14 ans, leurs parents sont morts et qu'ils ont dégringolé dans l'échelle sociale, pourquoi est-ce qu'elle est lettrée à ce point-là? Je sais pas. Parce que pour moi, elle avait moins les moyens d'entretenir justement ses connaissances et d'en acquérir d'autres vu qu'elle devait travailler. Sophia, elle s'est mise dans l'idée de mener à la ruine Ross Cannon, qui est le juge qui a condamné son frère à la prison. Elle trouve que la peine de prison était trop élevée pour un simple pickpocket et en plus pour un gamin. Je suis pas persuadée, moi, qu'il y avait l'excuse de minorité en ce temps-là, hein, parce que là, on est au 19e siècle. Quand je vois, j'ai lu quelques Sherlock Holmes, j'ai lu les deux premiers romans de Sherlock Holmes et le premier recueil de nouvelles. Sherlock, il se sert en fait des petits enfants des rues qui crèvent la dalle pour récupérer de l'information ou avoir de la surveillance. Donc il leur laisse une petite pièce et compagnie. Et c'est complètement dans les mœurs en fait qu'il y a des enfants dans la rue qui crèvent la dalle et qui peuvent voler, etc. Comment est-ce qu'on peut dire que un gamin qui a faim, qui vole, c'est pas bien? La faim, c'est pas bien, je pense. Mais donc, Sophia, elle s'est dit que son plan, c'est de se faire embaucher à Bow Street pour pouvoir constituer un dossier contre Ross Cannon et le séduire aussi et le faire tomber. Donc on est un petit peu un espèce de petit miroir du premier livre où la séduction, il y a un intérêt derrière, un intérêt de nuire par la séduction. Et le premier chapitre, il nous lance directement dedans. Je trouvais ça assez marrant parce qu'en gros, elle s'est imposée pour être en rendez-vous avec Ross Cannon sans donner de motif de rendez-vous. Ce qui fait que c'est un gars qui n'a pas le temps en fait, puisqu'il est très occupé. Et donc, elle s'impose, elle s'impose, elle lui demande de l'embaucher à Bow Street comme assistante, mais aussi comme gouvernante chez lui. Ce qui fait que ça fait deux métiers quand même. C'est un monsieur qui travaille énormément. C'est un monsieur qui passe son temps à bosser. Probablement pour pas penser et très probablement aussi parce que c'est un truc qu'il adore. Et donc il dit oulala, parce que alors, premier chapitre, ils sont chauds comme la braise déjà parce qu'ils se rendent compte l'un comme l'autre qu'ils sont super beaux. Donc le désir, paf, page 2. Et donc lui, il y a une assise de confrontation en fait parce que c'est une femme qui sort de l'ordinaire parce que elle l'ouvre quand même, elle a des opinions, etc. Mais ça reste pour moi quand même assez pertinent avec l'époque parce qu'elle n'est pas non plus... euh, elle a une place, à mon avis, elle est quand même plus ou moins à une place de femme du 19e. Elle l'ouvre raisonnablement, on va dire. Et donc ce petit bout de femme, il intrigue beaucoup Ross Cannon qui finit par l'embaucher. Et évidemment, donc il va être tout le temps avec elle parce que elle travaille chez lui. Donc ça va être de l'intendance, hein, grosso modo, elle est gouvernante, hein, donc elle peut autant aller faire les courses que faire un peu de cuisine, lui monter son thé, des trucs comme ça, lui dire de manger parce que monsieur travaille beaucoup donc il ne mange pas. Et elle est aussi assistante à Bow Street.
Et elle, son plan, c'est de constituer un dossier par rapport à des erreurs judiciaires, des trucs comme ça, pour le faire tomber. Donc c'est à la fois le faire tomber sur un plan pro, réputation, compagnie, le discréditer totalement, mais aussi lui nuire, on va dire, sur un plan bien personnel en le séduisant. Il y a un moment où ils vont vraiment. Bon, alors, c'est un livre qui est quand même assez steamy. Il y a pas mal de scènes de désir ou de scènes sexuelles. Pour moi, il y en a beaucoup, surtout sur la fin, qui sont en trop parce que, à mon avis, le scénario était pas assez épais. Et pourtant, c'est un bouquin que j'ai bien aimé. Parce que, un petit peu comme dans le premier roman, mon premier roman c'était un peu téléphoné, j'avais grillé le truc, mais là aussi j'ai grillé le truc, c'est qu'il y a un secret autour de, pas forcément l'identité de Sophia, mais plutôt autour de sa famille. Moi j'ai grillé le truc directement en fait. Et c'est un espèce de lien en fait entre les trois romans. Euh, Ça me dérange pas si vous voulez d'avoir grillé le truc, mais je pense c'était pas forcément pas subtil parce que pour moi ça l'était. Donc pour moi ceux qui vont lire le livre, ils vont pas forcément se dire ah mince j'ai raté ça. Non c'est juste nommé et en fait vous faites le lien ou vous le faites pas. Mais j'ai trouvé que c'était bien foutu et je trouve que justement ça apporte un peu de ça apporte un petit peu de tension dans ce couple parce que ça vient le mettre en danger sur une autre dimension. Je vais passer sur un coin spoiler. Donc, le troisième livre, c'est Le malfrat le plus dangereux de Londres à la poursuite d'une jeune fugueuse. Comment est-ce que j'ai grillé que le malfrat le plus dangereux de Londres était lié à Sophia? C'est parce qu'ils se ressemblent. Et après, l'explication qu'ils ont donnée sur la survie de son frère, parce que c'est son frère, je trouve qu'elle est fortement plausible. Parce que, donc, le frère, il a été arrêté, pas parce qu'il était pickpocket, il a été arrêté parce il faisait partie d'une bande de bandits de grand chemin qui ont attaqué un attelage où il y avait une personne âgée, il y avait une femme et deux enfants. Ça a un petit peu été violent et l'homme, en fait, le vieil homme, il est mort. Donc soit par la chute, soit par un coup, quelque chose, mais bref, l'homme, il est mort. Ce qui fait que les bandits de grand chemin, là, qui étaient plus âgés que John, il avait que 13 ans, donc John, le frère de Sophia, celui qui, ceux qui ont été plus âgés, ils ont été exécutés. Et John, il a eu 1 an de prison, je crois, mais donc épidémie de choléra. Et donc, le truc qui est intéressant, il y a quelques... Moi, j'ai compris tout de suite que le criminel dont il parle un petit peu plus, la Nick Gentry, c'était le frère de Sophia, parce qu'ils sont blonds tous les deux, ils ont les yeux bleus tous les deux. En fait, il y a vraiment une ressemblance. Et moi, je pense qu'en fait, au moment où ils ont décrit, où Lisa Kleypas, elle a décrit Nick Gentry, elle avait dû redécrire il n'y a pas très longtemps Sophia, ce qui fait que je me suis dit, oh, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Parce que, en gros, on a ce bonhomme-là, la Nick Gentry, je comprends pas très très bien en quoi c'est un malfaiteur. Parce que il contribue aussi à arrêter des malfaiteurs. Je pense qu'on va en savoir plus dans le tome 3. Donc, il était à peine nommé dans le tome 1. Et là où ça va apporter en fait de l'altérité, enfin de l'antagonisme, c'est que euh, Sophia, évidemment, elle va finir avec le juge. Mais son frère, c'est le criminel le plus recherché de Londres. Et c'est un criminel qu'ils vont arrêter parfois, ce qui déclenche des révoltes parmi les personnes les plus pauvres, etc. Parce que quelque part, il fait quand même du bien dans ce qu'il fait de mal. Et par contre, je comprends pas pourquoi il arrête des... Il doit avoir une espèce de fonction de détective privé un peu bizarre. Parce que pourquoi est-ce qu'il arrête d'autres malfrats? Qui c'est qui lui ramène de l'argent s'il arrête d'autres malfrats? Donc ça, je comprends pas très bien. Et en fait, il va y avoir quelques petits éléments mystérieux avec ce frère-là, enfin ce malfaiteur. C'est qu'il va offrir à 2 reprises des cadeaux coûteux
à Sofia, sans qu'on sache de qui viennent ces cadeaux. Mais c'est une rivière de diamants. Non, c'est d'abord une superbe tenue bleue qui rappelle une robe de sa mère à Sofia, et une rivière de diamants ensuite. Euh, Sofia, au niveau du background, il y a un truc que je trouvais assez intéressant. Donc c'est une vieille fille, elle a 28 ans, ce qui est âgé pour l'époque. Et elle a été un moment, en fait, récupérée par une cousine Ernestine. Je pense que c'est au moment où John avait déjà été arrêté. Et donc elle est restée pendant un moment chez la cousine Ernestine, ce qui fait qu'elle a été un peu plus protégée que John. John, il a été balancé dans les rues, quoi. Et je vous dirai pourquoi John, il a survécu. Et Sophia, si vous voulez, elle a eu un amant, un noble, pendant quelques temps. Sauf que c'était un séducteur qui était déjà marié, elle ne le savait pas. Donc, quand elle l'a su, elle a dû mettre fin à, à la liaison. Et c'était une liaison où bah, ils ont couché ensemble, quoi. Ce qui fait que quand la cousine elle a appris ça, elle l'a foutu dehors. Et donc, Sophia s'est retrouvée à devoir se gérer et donc travailler. Euh, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a quand même un certain niveau culturel. Et John, comment est-ce qu'il a survécu? Donc son frère, il a été arrêté, il a été emmené en prison. C'était des bateaux-prisons de Londres. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais apparemment les conditions de détention étaient affreuses, évidemment. Il y a eu une épidémie de choléra. Et en fait, le gamin, qui n'est pas con du tout, son pote, il devait sortir dans quelques jours. Sauf que son pote, il est mort. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de fringue avec son pote. Ce qui fait que John, il a changé de vêtements, donc d'identité avec son copain qui est mort. Et comme je pense que pas grand monde en a quelque chose à fiche de gamins de 13-14 ans qui sont en prison, c'est passé comme une lettre à la poste, parce que c'était juste un prisonnier parmi tant d'autres. Nick Gentry, comment est-ce il va recroiser en fait sa sœur et la reconnaître. Et elle, comme elle sait que son frère est mort, elle fait pas du tout le lien. Elle va faire le lien quand il va en fait la forcer à l'accompagner, etc. Et je trouve que c'est une relation qui peut être intéressante à développer, j'imagine, dans le livre 3. Parce que Nick Gentry, on sent vraiment que c'est le chat sauvage qui est super méfiant, qui s'est fait tout seul, qui est un survivant. Et ça donne envie, en fait, de voir un peu ce qui va advenir de ça. Surtout il s'est fait arrêter une nouvelle fois par Ross Cannon, qui veut le faire tomber. Sauf que Sophia, une fois qu'elle a compris qui il était, Nick Gentry, elle va prévenir son mari, parce qu'ils se sont mariés entre-temps. Et donc, quelque part, il risque sa carrière, il risque tout ce qu'il avait construit en sauvant une nouvelle fois Nick Gentry, en lui disant, en fait, maintenant, terminé, tu fais plus de conneries, je te donne une chance, mais tu la gâches pas. Parce que si toi tu tombes, moi je tombe aussi. Et je trouvais ça intéressant. Vous voyez, il y avait un peu plus d'enjeu, si vous voulez, que dans le premier bouquin. Euh, Au niveau du couple, le truc que je trouvais ça chouette, c'est comme souvent dans les romances, c'est au début, c'est pas mal basé sur le désir parce qu'ils sont beaux, etc. Alors évidemment, lui, il est grand, il est fort, et elle a des courbes là où il faut, etc. Et évidemment, dans le cadre de cette romance aussi, elle va découvrir le plaisir avec lui alors qu'elle ne l'avait pas connu avant. Bon, on est un peu dans des gros clichés, mais bon, quelque part, ça fait un peu sourire. Mais là où j'ai trouvé le truc intéressant, c'est que justement, au bout d'un moment, comme elle a quand même ses projets de vengeance, mais qu'elle commence à s'attacher à lui, elle passe par une situation où elle est beaucoup plus vulnérable et elle finit par lui dire tout. Donc elle lui dit tout et je trouve... il accepte en fait. Il accepte qu'elle ait eu envie de se venger de lui. Il veut retrouver en fait des dossiers qui concernent son frère pour lui dire voilà ce qui s'est passé, tac tac tac, tu prends ta décision ensuite sur ce qu'on devient. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant, parce que qui est ouvert en fait. C'est un gars qui est ouvert et au dialogue et qui a vraiment de l'attachement pour elle. Donc j'ai trouvé ça cool.
Après, honnêtement, il y a au moins 3 4 chapitres où il y a des longueurs parce que là, il se décide à se marier, etc. Elle rencontre la famille de Roscanon, qui est une famille très riche, bourgeoise, mais pas aristocrate. Et elle est vraiment acceptée facilement parce que peut-être qu'il y a plus d'ouverture d'esprit dans une famille bourgeoise que dans une famille aristocrate où ils se marient entre eux. J'ai trouvé ça intéressant. Après, il y avait quelques trucs. Bon, pour moi, c'était un peu plus du remplissage, si vous voulez, qu'autre chose. Ça n'avait pas un intérêt fou. Je pense que ça aurait fait une novella super chouette et ça fait un roman avec des longueurs. Mais ils sont cool. Moi, j'ai bien aimé. Ils ont une bonne, ils ont des bonnes vibes tous les deux ensemble. C'était vraiment chou. C'était chou. Et donc, le troisième et dernier livre de cette série, ça sera Libre à tout prix. Où donc on a une jeune fugueuse, probablement aristocrate, j'espère. Enfin, j'espère parce que je trouve que ça rapporte un peu de sel. Et donc le malfrat le plus dangereux de Londres qui est embauché à Bow Street et qui doit être formé par Grant Morgan, donc le héros du premier roman. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner parce que là, à mon avis, bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de testostérone parce que c'est un peu chiant, mais ça peut apporter quelque chose où il va y avoir de l'antagonisme, où les gens vont pas être sur le même niveau d'information, le même niveau de valeur et tout ça, ça peut être vachement intéressant. Et du coup, la jeune femme, on ne sait pas qui c'est, donc à voir. Donc, à tout de suite. Re-salut, j'ai changé d'environnement, mais on est toujours le même jour. Aujourd'hui, je devais notamment terminer mon site internet professionnel. Et quand on procrastine, devinez ce qu'on fait? Eh ben, on lit toute la journée. Donc, j'ai fini. Les secrets de Bow Street. Le dernier roman s'appelle Libre à tout prix. Et on est avec John Shirley, le frère de Sophia, donc le frère de l'héroïne du roman précédent. Ça disait donc le malfrat le plus dangereux de Londres à la poursuite d'une jeune fugueuse. C'est un petit peu mentir sur la marchandise parce qu'en fait le malfrat le plus dangereux de Londres, ça fait 3 ans qu'il bosse pour Bow Street. Parce que c'est une manière pour le héros de la romance précédente, Ross, d'en fait à la fois protéger et sortir et proposer une solution de sortie au frère de sa femme. Sachant qu'il a toujours l'identité de Nick Gentry. Donc il y avait quelques éléments qui étaient un petit peu mystérieux autour de lui, à savoir comment il a pu survivre, sachant qu'il est réputé mort, donc il a endossé l'identité de quelqu'un d'autre. On a du coup les circonstances de la mort de cette autre personne et comment ça s'est fait. Ça, oui, en fait, on comprend pourquoi il a un tel attachement à l'identité de Nick Gentry, qui est en fait qui était un jeune gars des rues qui était à peine plus âgé que lui, mais qui était plus grand et plus costaud, et qui l'a protégé pendant que lui-même était emprisonné sur le ponton. Ça s'appelait le ponton, les prisons de Londres. Je pense que c'était sur un pont, fort logiquement, mais apparemment il y avait énormément de morts, etc. Et donc Nick Gentry, ce fameux malfaiteur le plus dangereux de Londres, ça a été surtout une espèce de détective privé. Je pense qu'il devait en quelque sorte essayer d'éliminer la concurrence. Donc pas forcément tuer des gens, mais plutôt résoudre des affaires là où Bow Street ne devait pas mettre trop le nez, ou là où il fallait employer des méthodes qui étaient pas forcément très régulières, quoi. Ce qui fait qu'il a... Alors je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant et qui est plutôt bien foutu. Parce que il y a un petit peu... alors pour ceux qui connaissent l'univers du Grishaverse de Leigh Bardugo, il y a un petit peu des vibes de Casebreaker. Donc un gars des rues et qui a beaucoup de mal avec le toucher. C'est quelque chose qui est évacué assez rapidement parce qu'au final, c'est dans les quelques premiers chapitres, le fait que tout simplement il va aller voir une prostituée, enfin la tenancière de la maison de tolérance pour sa première nuit avec une femme, et en fait elle va l'initier au plaisir
Évidemment, bon, on est un petit peu dans les clichés, mais je trouvais que c'était assez touchant, que c'était plutôt bien écrit. Le fait qu'il avait 23-24 ans, un truc comme ça, et qu'il se fait initier au plaisir de la chair par une mère maquerelle, et que, en fait, elle a un peu cette fonction-là parce que c'est une femme qui commence à prendre en âge. 38 ans, j'en ai 43. Je suis pas vexée. Mais bon, petit jeune de 24 ans, je pourrais être sa mère. Mais- Et il y a quelque chose d'assez... une grande compréhension en fait au niveau de cette femme. C'est pas l'héroïne du roman, hein, la tenancière du bordel, là, Gemma. Et bref, lui, Nick Gentry, en tant que membre des coureurs de Bow Street, il va être mandaté par un noble pour une mission de trouver sa fiancée qui a fui. Et là, on arrive dans un truc qui est quand même méga glauque. Parce que la fiancée, Charlotte, c'est une femme enfin, une jeune femme de la petite noblesse, dont les parents avaient pas beaucoup de revenus, avaient sans doute un peu trop d'enfants et un peu trop de terre et une maison trop grande à entretenir. Parce qu'évidemment, faut pas qu'ils travaillent. Ce qui fait qu'ils ont globalement vendu leur fille à un vieux noble qui, euh, qui a un petit peu contrôlé sa vie pendant fort longtemps parce il lui a payé une pension pour l'éduquer, savoir... il voulait une lady d'une certaine manière, et sauf que c'est une enfant de 8 ans qui lui a été proposée. On rentre pas trop, on rentre un peu, mais pas tant que ça dans le détail de ce qu'on peut imaginer autour de ça. Il y a des attouchements. C'est nommé, c'est juste nommé. Le truc que je peux peut-être un peu reprocher à ça, c'est que le trauma, il est assez light, je trouve. Parce on a une jeune femme qui, quand elle va rencontrer en fait Nick Gentry, dont le boulot c'est de la ramener dans sa famille pour qu'elle épouse le vieux, euh, en fait cette femme-là sort de l'ordinaire et lui l'intrigue et il la désire. Et il la désire pourquoi? Aussi parce que ça fait 6 mois qu'il n'a plus de relation avec la tenancière du bordel, qui a trouvé un autre mignon, entre guillemets. Et enfin, une autre personne, un autre jeune à initier. Et là, tout de suite, avec elle, il va y avoir une certaine. Enfin, un désir énorme. Mais comme dans les 3 livres, hein. Je trouve que le premier livre, il était quand même un petit peu sage. Les seconds, ils sont un petit peu plus steamy. Mais je trouve qu'il y a plus de... Dans les deux derniers livres, et particulièrement le dernier, je trouvais que la relation entre les deux était mieux écrite. Et lui, en fait, quand il rencontre cette femme-là, donc ça se galoche assez rapidement. Excusez-moi, je suis pas très romantique. Et il se met tout de suite en tête, en fait, bon, je veux pas la laisser avec le vieux, qu'il il a rencontré le promis, quoi, le fiancé. Il s'est dit, moi, hors de question que je lui confie Charlotte, donc je vais l'épouser. Mais il veut l'épouser parce que, en fait, il a besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui. Il l'a dit comme ça, hein. Enfin, pas à Charlotte, mais il l'a pensé comme ça, qu'il a besoin que quelqu'un s'occupe de lui, parce que plus grand monde ne s'occupe de lui depuis un bon moment, depuis une bonne dizaine d'années là. Plus que ça même. Depuis la moitié de sa vie, plus personne ne s'occupe de lui. On a le plus du passé de Sophia et John, à savoir que leurs parents sont morts. Donc c'est le frère et la sœur, donc l'héroïne du roman précédent et le héros de ce roman-ci. C'est que quand ils avaient... euh, lui, il avait 8-9 ans et Sophia était un peu plus âgée. Leurs parents se sont noyés. Donc un accident bête, quoi, entre guillemets. Ce qui fait qu'ils ont été récupérés
Ils ont été plus ou moins récupérés par des gens de la famille, mais lui, très turbulent et compagnie, et puis comme il y a eu une période de faim, de disette, le temps que ça se fasse, la personne n'arrivait pas à gérer John, ce qui fait qu'il a été assez rapidement lâché dans la nature et inclus dans cette bande de brigands là qui a mené au meurtre du vieux monsieur, qui a mené à l'exécution des trois autres qui étaient plus âgés, et lui à son emprisonnement. Mais le truc où je le trouve touchant, c'est que donc il va se marier avec Charlotte, euh, et elle, on sent c'est une nana qui est intelligente, elle est empathique, elle essaye de comprendre qui est cet homme-là, et ils sont chauds comme des baraques à frites. Ils sont vraiment chauds, c'est rigolo. Euh, Mais elle essaye de le comprendre. Et lui, en fait, un de ses buts aussi, quelque part, c'est de ne pas être compris. Parce qu'il y a toute une partie de sa vie qu'il n'assume pas tellement, je pense. Il doit, en quelque sorte, montrer que c'était un méchant, que c'est un gars de la rue, quoi. Que c'est un gars de la rue et que il est inatteignable. Et il est un peu là-dedans, mais elle a envie d'essayer de comprendre. Et elle, on se rend compte aussi quand, quand ils vont rencontrer les parents et la famille de Charlotte, que, enfin, elle, sa famille, elle est quand même bien tartinée aussi, bien en difficulté. Et ça va demander du temps. C'est quasiment dans les derniers chapitres, mais où en fait il lâche vraiment prise pour se confier et être compris par Charlotte. Donc ils ont une relation qui est vraiment toute mignonne. Il y a beaucoup plus d'action dans ce roman que dans les romans précédents. Il y en avait déjà pas, un peu plus avec Ross, mais c'est l'histoire, la manière dont c'est tourné, où j'ai trouvé le troisième meilleur, parce qu'il n'y avait pas de temps mort. J'ai pas eu l'impression. C'était un petit peu parsemé de scènes sexuelles. Mais il y a eu quand même pas mal d'action. Il n'y a pas eu du remplissage. J'ai pas eu ce sentiment-là. Donc, grosso modo, je trouve qu'il faut vraiment lire l'ensemble parce que les livres communiquent en quelque sorte les uns avec les autres. Parce que si on lit que le premier, je pense qu'il n'est pas assez en lien avec les suivants. Par contre, les suivants, en fait, on revoit Morgane du premier, on revoit Victoria aussi. Alors, quelque part, c'est une série qui va brasser plein de clichés, etc. Mais c'est une série qui réussit en fait, à jouer avec certains de ces clichés-là. Globalement, j'ai quand même plutôt apprécié. Je suis pas sûre que c'est un livre que je vais conserver. De toute façon, c'est un livre que j'avais eu en boîte à livres, donc je pense que je vais lui rendre sa liberté, parce que peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes. C'était agréable, écoutez, c'était divertissant et c'était de mieux en mieux au fil de la lecture, surtout le dernier, parce que bah, les deux derniers, je les ai lus en 2 jours en fait. Et le premier, j'ai plus pris mon temps. Parce que j'avais lu des choses, la vidéo de la semaine dernière, des choses beaucoup plus courtes en SF, donc où c'était un peu plus ardu pour moi, on va dire, pour s'immerger dans le monde et comprendre, etc. Là, c'est beaucoup plus facile. Mais franchement, ça a été. Franchement, ça a été. Parce que je me serais trop ennuyée, j'aurais lâché l'affaire. Donc voilà, bah écoutez, on est vraiment, si vous voulez, un espèce de pourcentage entre la romance et la scène d'action, je pense qu'on est à un 70-30 sur l'ensemble. On est sur le premier, on a quasiment que de la romance. Sur le second, on a un petit peu d'enquête. On est peut-être à aller 80-20 et encore. Et il y a plus d'action sur le troisième. Quand je dis action, c'est comment ça se passe à Bow Street. Comment se gère leur quotidien de runners, comment se font les enquêtes et tout ça. Là, dans le dernier, on va un peu dans les bas-fonds qu'a fréquenté Nick Gentry, à savoir John Shirley, vicomte. Vicomte qui va récupérer son titre, ce qui veut pas du tout.
Mais c'est une manière aussi de lui refoutre son identité dans les mains, parce que ça lui est imposé. Il n'a pas le choix. Et c'est une manière aussi de le protéger, parce que il a un côté vraiment tête brûlée, qui fait que ses collègues, donc notamment Morgan, le premier héros, lui disait essaye de te ranger, quoi, parce que si tu continues comme ça, un de ces quatre, tu vas te faire dézinguer. Donc le personnage était assez intéressant, le dernier. Je trouve qu'il est plus réussi que le personnage de Charlotte. Parce que Charlotte, je la trouve trop lumineuse par rapport à ce qu'elle a vécu. Trop optimiste. Mais voilà. J'ai, ouais, ma foi, plutôt bien aimé. C'était sympa. Donc voilà. Pour l'autre livre que je vous avais présenté au cours de la vidéo, je vais peut-être le lire à peu près tout de suite, mais je vais pas faire de vidéo tout de suite parce que on est sur une chaîne généraliste, donc je vais pas vous faire que de la romance tout le long du mois parce que vous allez tous partir en courant. Donc c'est fort possible, comme là je suis un petit peu à fond dans la romance historique, que vous ayez une autre vidéo de romance d'ici quelques semaines. J'aime bien la romance historique, c'est sympa. Voilà. Allez, je vous souhaite un très bon mercredi. À samedi pour la suite des Dimensions Fantastiques que j'ai déjà tourné. Ça va être un George Sand, je crois bien, qui est très sympa. Et dimanche prochain, on est sur la suite que j'ai aussi tourné parce que j'ai pris de l'avance. Là, je suis pleine de motivation. On s'approche de la fin de la première partie de Shirley de Charlotte Brontë, donc on se rapproche des 2 tiers du roman. Et il y a de l'action encore. Allez, à tout bientôt. Salut!